Comment définir une cuisine paysanne ? La cuisine et les paysans sont deux éléments indissociables. L'un met en avant et sublime ce que les autres produisent. Quand j'entends cuisine paysanne, j'entends petits producteurs. Je pense à des plats authentiques et généreux. J'imagine des recettes transmises de génération en génération, chargées parfois de saveurs oubliées. Mais la cuisine paysanne peut être tellement d'autres choses. Aujourd'hui, c'est Cécile Féat qui s'assoit à la table de saveurs. Les sardines grillées au barbecue avec les amis ? La branche de céleri dans le jus de tomate au Canada ? L'accord de la cerise avec le poivre de Timut ? Notre alimentation est source de nombreux souvenirs et d'émotions. Plongez dans les souvenirs gustatifs des invités. Des mots, des aliments, des plats et des émotions. Une émission pour vous donner envie de passer à table ou au fourneau. Saveurs, à vos papilles, une émission qui vous fera saliver. Bonjour Cécile. Bonjour Lionel. Bienvenue dans Saveurs. Merci. Tu es traiteur à domicile et tu proposes régulièrement des plats à venir chercher directement à ton local. Tu produis et vends des conserves. Tu interviens dans les écoles avec l'association Les Enfants Cuisinent et tu participes prochainement au festival Bon à Albi, le festival de l'alimentation et de la gastronomie pour les enfants. Mais avant de piocher un premier mot, quels sont tes mots pour définir la cuisine paysanne ? Alors mes mots pour définir la cuisine paysanne, ça sera producteur, agriculture, lien direct avec la nature, voilà, tout ça. Tu vas donc chercher tes aliments au plus près des producteurs ? Oui, c'est ça. On évite le plus possible les intermédiaires ? Oui. Comment tu procèdes pour aller dénicher ces producteurs ? C'est beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire que je commence à en connaître un, on discute et j'en connais un autre et au fil du temps, je commence à avoir un beau carnet d'adresses de super producteurs qui font des super bons produits. Un peu comme une pelote de laine qu'on déroule. Oui, on exactement. prend un bout et puis on tire et on trouve plein de merveilles. C'est ça. Quelques producteurs avec qui tu travailles, si tu pouvais nous en citer un ou deux qui te viennent en tête comme ça. Qui me viennent en tête, ça va être la ferme du Petit Grain à Sainte-Flève-des-Loups, la ferme de la Bois-Livière à Couex en légumes, ça va être Ludovic Perrin à l'île d'Olonne ou les Agrobat à Némy. Enfin voilà, j'en ai toute une flopée. On en parle souvent dans cette émission. On a une chance quand même d'avoir accès à plein de bons aliments directement auprès des producteurs. Quel est ton regard sur ça ? Pour moi, la Vendée est hyper riche en producteurs. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut manger équilibré et sain avec tous les producteurs du coin sans faire trop de kilomètres non plus. C'est génial. Oui. Puis, ils sont hyper passionnés et donc c'est hyper intéressant de discuter avec eux et de travailler avec eux surtout. On a parlé un petit peu des légumes et de la viande. Tu as aussi un peu de poisson. Il y a aussi un petit peu des produits de la mer dans tes recettes. Oui. Ouais, oui, des produits de la mer. Donc je travaille avec 2 pêcheurs ou avec un marailleur à Givran aussi. Donc voilà. Après l'idée c'est de vraiment trouver des poissons qui sont pêchés sur nos côtes avec un respect de la pêche. Donc pas de chalut, voilà. Que des pêches de ligne, des petits pêcheurs. Voilà, on fait attention à la nature. Très bien, on va en revenir un petit peu dans l'émission. Après, j'ai plein de questions à te poser. Je vais t'inviter à piocher un premier mot dans la boîte qui est devant toi. Je rappelle aux auditeurs que les mots sont en lien avec l'alimentation, la gastronomie ou les techniques de cuisine. Et le premier mot est... Pistache. 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 Alors, pistache, on n'est pas du tout dans le local, mais... Pas du tout. Pistache, moi j'aime beaucoup la pistache, la pistache qui vient de Égine, l'île de la pistache en Grèce. D'accord. Je suis allée la visiter au mois de septembre quand c'était la fête de la pistache et on mange des pistaches fraîches. C'est un petit bijou. Et après, en glace, moi je l'aime beaucoup en glace. Et puis en dessert aussi, avec un petit crumble ou un caramel à la pistache. Voilà. Alors pistache fraîche, je ne connais pas. Ouais. Je serais curieux de goûter. Après, peut-être que c'est pas non plus un aliment facile aussi à distribuer. Ouais, j'imagine qu'il doit sécher aussi assez vite. Mais vite. l'île de la pistache est magnifique. Égine à côté, en Grèce, c'est vraiment. Je me le note pour un prochain voyage. On la trouve en dessert, mais on la trouve aussi en cuisine. On la trouve régulièrement aussi dans des charcuteries. Oui. On le trouve dans des terrines, on le trouve dans la mortadelle. Voilà. C'est un aliment que tu cuisines, qui correspond pas forcément au cahier des charges, mais tu l'exclus pas si... Non, je l'exclus pas forcément, mais ça va pas forcément être l'aliment que je vais cuisiner au premier abord.
D'accord, donc on retient cette pistache fraîche de Grèce. Quelle place prend la création dans ta cuisine ? Parce qu'on peut imaginer une cuisine paysanne qui va être plutôt axée sur des recettes de tradition ou qu'on se transmet de génération en génération. Mais pour te suivre sur les réseaux, on voit qu'il y a aussi beaucoup de création dans ta cuisine. Ouais. Comment tu procèdes pour créer une nouvelle recette ? Plutôt à l'instant. Après, je discute beaucoup avec mon mari qui est un ancien cuisinier, donc on échange quand même beaucoup à ce niveau-là. Et puis tous mes amis cuisiniers, j'arrive toujours à... Et puis l'idée, c'est la contrainte du local, oui et non, mais en fait, ça pousse aussi à se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, et ça permet de se mettre des challenges aussi et de se dire j'ai que ça, je fais que avec les produits locaux, et donc du coup qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux amener au plat pour sublimer les beaux produits des producteurs. C'est-à-dire que d'une contrainte, ça devient plutôt un challenge, en fait, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, on a tous ces plats, on a ces aliments. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner quelques plats signatures de ta cuisine, de la cuisine paysanne ? Alors, en plat signature, je vais avoir le parmentier d'effiloché de bœuf, que j'aime beaucoup faire. J'aime bien tout ce qui est tagine. J'aime bien poulet basquaise, ce genre de petites choses. Et puis après, si on part sur du poisson, on va peut-être partir sur du lieu jaune, parce qu'il est pêché sur nos côtes, avec un risotto et une sauce crustacée. On peut partir sur du maquereau. Donc, maquereau à la moutarde, roulé, voilà. Des petites choses comme ça. Parce que j'entendais parler de tagine et de poulet basquaise, donc pour le coup, on a quand même des influences un peu plus lointaines qui viennent, qu'on peut retrouver dans ta cuisine. Donc on a ces plats qui arrivent, on a entendu un petit peu des mots qui vont la définir. Mais quelles sont les valeurs de la cuisine paysanne, et peut-être plus généralement, toi, les valeurs que toi tu souhaites transmettre en fait par ta cuisine? Alors moi, les valeurs que je souhaite transmettre dans ma cuisine, ça va être production locale et de saison. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire que je me refuse à travailler tout ce qui va être saumon, avocat, ananas. Voilà. Vraiment, tout ce qui est exporté de très loin, je me refuse à le faire parce que la Vendée est riche, comme on l'a dit, en producteurs, et que on peut très bien faire des très belles choses avec ce qu'on a sur place. Oui, avec beaucoup de variétés, quoi. Oui, c'est ça. On va pas non plus avoir on n'est pas obligé de manger le même plat tous les jours. On peut manger des plats différents parce qu'on a aussi cette richesse chez nous. Ouais. On a aussi, alors, il y a la provenance, mais il y a aussi la saison, tu l'as dit aussi, c'est quelque chose sur lequel tu es vigilante. Oui, très. Et donc, pas de fraises en novembre, non. Pas de tomates en janvier. Non. Mais par contre, ça nous amène à une autre alternative qu'on retrouve chez toi, c'est aussi la pratique des conserves. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être sur les conserves que tu fais et comment tu es venu à faire ces conserves? Alors, les conserves, elles sont venues, j'en faisais régulièrement à la maison de temps en temps. Et puis, mon arrivée en Vendée, la rencontre des producteurs m'a permis de comprendre qu'ils avaient un besoin de transformer leur surplus de production. Et puis, je me suis lancée dans la conserverie artisanale. Et puis, l'idée, c'était justement de retrouver une bonne sauce tomate en hiver, mais fait avec les tomates d'été, en pleine saison et gorgée de goût. Donc, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir retrouver quand même certains marquants de l'été en hiver, mais tout en respectant les saisons. Et voilà, ça permet quand même de se faire plaisir, mais sans aller chercher de la tomate d'Espagne au mois de janvier, quoi. Et c'est un aliment qui se conserve très bien, la sauce tomate. Et je pense que c'est aussi c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la cuisine paysanne. Enfin, je pense que dans la cuisine paysanne, on a toujours eu ce travail de la conserve. Alors, on a cité la sauce tomate, mais moi, j'ai toujours connu des bocaux d'haricots verts dans les caves des maisons et de d'autres. Donc, on a cette sauce tomate. Il y a d'autres recettes qu'on peut retrouver dans tes conserves? Oui. Après, j'ai un peu élargi ma gamme. C'est-à-dire que je fais beaucoup de tartinables de légumes. Donc, ça permet d'amener des légumes sur l'apéritif. Donc, ça va être des caviars d'aubergines, des caviars de tomates, des caviars de carottes, enfin, différents caviars de chou-fleur aussi, des chutneys d'oignons, un houmous de mojettes, parce que l'idée de rester en Vendée, c'est de prendre de la mojette et de prendre de la graine de tournesol pour remplacer la tahine du houmous de pois chiches. De pois chiches, oui. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'idée des recettes, c'est que quand j'ai une idée de recette, qu'est-ce que je peux piocher en Vendée
pour pouvoir rester un maximum en Vendée. Et trouver une alternative, oui, à un aliment qui viendrait peut-être de plus loin. Et puis la conserve, elle a le côté pratique aussi. Enfin, on l'ouvre et puis c'est prêt, quoi. Ouais, voilà, c'est prêt, ça se conserve longtemps, voilà. J'ai vu quelques pickles aussi, quelques recettes de pickles. Ouais. Donc les pickles, on est plutôt sur de la lactofermentation, pas forcément, non. Non, on est plus sur un condiment qui va se rapprocher du cornichon, mais en moins acide en fait. Donc c'est une technique ancestrale de conservation des aliments qui est surtout pratiquée en Angleterre. Et donc en fait, on marine les légumes dans de l'eau, du sel, du sucre et du vinaigre. Et puis après, on met des épices en fonction. Je varie les épices en fonction des légumes. Donc je vais avoir la melonnette de Vendée, qui est une courge spécifique de Vendée avec une peau très fine que je vais associer au cumin. Je vais prendre des radis longs. Alors par contre, il va être coupé. Enfin, cette melonnette va être coupée, oui. D'accord. Coupé en morceaux, en triangles ou en cubes. Et comme ça, on enlève le jus et à l'apéritif, on croque des légumes. Voilà, on peut croquer du coup de la melonnette de Vendée toute l'année ou ce genre de choses. Et le fait de la conserver donc dans cette préparation va lui changer son goût, sa texture à la melonnette ou Non, elle va rester assez croquante. Son goût, on va amener un peu d'acidité avec le vinaigre de cidre et puis un peu d'épices avec le cumin. D'accord. Et donc ça, tu les produis en saison. Oui, c'est ça. Et on peut les retrouver toute l'année sur ton site internet. J'ai cru voir un site internet aussi. Ouais, j'ai pas, c'est une plus page de commande, on va dire. Ouais, j'ai une page de commande et puis après, dans mon local, sur rendez-vous. Et puis après, dans certaines épiceries que je suis en train de développer. D'accord. Donc, voilà. Et quelques marchés, j'ai vu. Et quelques marchés, de temps en temps. Et en dehors de ça, donc aussi une partie traiteur. Oui. Donc c'est comment, plutôt des professionnels, des associations, des particuliers. Oui, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que je travaille avec les professionnels sur des plateaux repas ou sur des événements particuliers en cocktail, des particuliers pour des baptêmes ou des anniversaires ou des événements un peu particuliers. Alors pas de mariage, mais parce que ça demande beaucoup plus de temps et d'équipe et de matériel. Voilà, oui, j'imagine. Et puis après, oui, j'ai les plats à emporter une fois par mois que je vais relancer au mois de septembre. Parce que là, avec la saison d'été qui est assez chargée, je relance ça au mois de septembre à tête reposée. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est chargé l'été L'été, en fait, c'est toute la saison des légumes d'été. Donc, c'est là où je vais faire beaucoup de ratatouille pour les producteurs, des soupes de tomates, des sauces tomates, pas mal de tartinables aussi. Donc, c'est assez chargé. Et puis, les tomates, elles arrivent toutes d'un coup pour tout le monde. Donc, C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi pour ça que justement, on les a toujours un peu conservés et transformés, oui. Parce qu'à un moment, on se retrouve avec un cajot de 20 kilos de tomates et puis, on va pas, même si on en mange tous les jours, ça va durer quand même très longtemps. Il y a de fortes chances que les dernières soient un peu abîmées. Voilà. C'est ça. Donc, l'été, quand même, un grand temps, il y a aussi une saisonnalité pour ton activité. Oui. Et donc, l'été est quand même beaucoup consacré, effectivement, à la récolte, et à la transformation des produits. Comment on arrive à la cuisine paysanne? J'imagine qu'il y a des gens qui t'ont influencé. Les gens qui m'ont influencé, ça va être beaucoup les producteurs. Connus, pas connus. Ouais. Non, ça va être plutôt les producteurs. Quand j'ai cherché mon nom d'entreprise, je voulais vraiment qu'il y ait un lien fort entre la cuisine et les producteurs et les agriculteurs, parce que c'était important pour moi que quand on entendait mon nom d'entreprise, on savait déjà où est-ce qu'on allait. Donc c'est là qu'est venue la cuisine paysanne. Ouais. D'accord, mais c'est plutôt par des rencontres, parce que alors, Cuisine paysanne, c'est aussi le nom d'un livre d'un grand chef. Ah, mais je savais pas. De Marc Vera. Il a écrit un livre qui s'appelle La cuisine paysanne, parce qu'il était, il vient d'une famille paysanne, et puis il a eu une cuisine toujours très en lien avec les paysans, les producteurs, une cuisine souvent qualifiée d'authentique et généreuse aussi. Voilà, ça reste raccord avec ton nom. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'ai vu le nom et je voulais demander s'il y avait eu ce lien avec ce livre de Marc Vera. Non, je le connais pas du tout. Bien, une prochaine lecture alors. C'est ça. J'ai pas tout lu, je l'ai feuilleté, mais voilà, il y avait ce clin d'œil là. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des chefs qui t'inspirent ou je sais pas, sur les réseaux ou dans des restaurants ou j'ai pas trop le temps d'aller m'inspirer chez les chefs. Après, j'ai quand même beaucoup d'amis chefs, donc dès que j'ai une question ou autre, je les appelle.
que ce soit pour les plats ou que ce soit pour les confitures. Voilà, j'ai toujours quelqu'un, un appel à un ami. Les influences viennent plutôt du réseau, alors. Oui, c'est ça. On est d'accord. Je vais t'inviter à piocher un deuxième mot, toujours dans la première boîte. Je rappelle qu'on a pioché le mot pistache et on a évoqué un voyage en Grèce avec des pistaches fraîches. Alors... Vanille. Dis donc. Ah ouais, on reste. Je suis désolé, on reste dans l'exotisme. Pourtant, il y a des mots beaucoup plus locaux dedans. Un souvenir de la vanille, ça serait le canard à la vanille à l'île de la Réunion. Ça reste un souvenir très très fort parce qu'on était partis en voyage en famille à la Réunion et puis on avait trouvé le petit resto qui faisait le canard à la vanille et ça reste un super moment. J'ai entendu parler, j'ai jamais goûté, mais oui, j'ai entendu parler de cette recette du canard à la vanille. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on commence à avoir de la vanille en France, à faire pousser de la vanille en France. Oui, en Bretagne. En Bretagne, exactement. En Bretagne, ouais. Voilà, donc peut-être qu'un jour on le retrouvera. Exactement. Mais avec le canard vendéen, parce qu'on a quand même, un territoire de canard en Vendée, si on n'est pas le premier producteur de canard. Oui. Et on a des grandes maisons qu'on a déjà évoquées dans Saveur. Il y a la maison Burgot quand même avec le canard au sang qui est quand même très connu qu'on trouve dans des belles tables. Peut-être un croisement un jour du canard à la vanille. Peut-être. On le souhaite. Un autre souvenir de la vanille, peut-être plus en lien avec l'enfance ou un premier souvenir de la vanille qui revient. Après, ça va être plutôt chantilly vanille. Ouais. Ce genre de choses ou un fraisier avec une crème une crème à la vanille à l'intérieur. Voilà, ce genre de choses. Ouais. On va rester un petit peu sur l'enfance, mais sur ton enfance, est-ce qu'il y a des plats, souvenirs qui peut-être aujourd'hui influencent encore ta cuisine d'aujourd'hui ? Oui, alors il y a le couscous, parce que je viens d'une famille de pieds noirs de Tunisie, donc tout ce qui est couscous, ça me colle aussi à la peau. Et puis une recette que ma grand-mère faisait beaucoup, c'est la caponate. Donc c'est une ratatouille, mais avec du céleri branche, des olives et des capres, et ça se mange plutôt froid. Et c'est une recette que j'adore faire et que j'adore cuisiner. Enfin, c'est vraiment une de mes recettes préférées de mon enfance. Ouais. Et plutôt une recette inspirée donc de la Tunisie. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Tu as cité aussi le tagine. Oui. Je sais pas après si il y avait une influence aussi. On retrouve ça. Et est-ce que aujourd'hui tu te dis que cette cuisine de l'enfance, elle t'a guidé à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que des fois tu te replonges dans des souvenirs gastronomiques de ton enfance ? Oui, parce qu'on cuisinait quand même beaucoup. Ma grand-mère cuisinait beaucoup, ma mère aussi. Donc non, vraiment très portée sur la cuisine. Alors pas du tout de parents cuisiniers ni autres, mais voilà, toujours amoureux des bons produits et de la nourriture. Ouais. Donc ça, c'est toi, enfant. Et aujourd'hui, tu transmets aussi beaucoup. Oui. Ou en tout cas, tu partages. Tu fais partie, donc, on l'a dit, de l'association Les Enfants Cuisinent. Tu interviens dans les écoles, principalement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette activité ? Alors, Les Enfants Cuisinent, donc c'est une association qui a un peu plus de 15 ans, donc qui prône le bon et bien manger chez les enfants. Et donc, par le biais de l'association, on fait des ateliers de cuisine directement dans les écoles. Donc, c'est des ateliers qui durent 1 heure en demi-classe. Donc, on a entre 10 et 12 élèves. Et puis, suivant la saison, on leur propose différentes recettes. Donc, là, dernièrement, j'ai fait une tarte aux fraises déstructurée. Donc, l'idée, c'était de leur faire découvrir les fraises, des petits biscuits sablés, de monter une crème chantilly, et puis de leur faire un montage avec la poche à douille. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de les initier à la cuisine, et puis on discute de ce qu'ils peuvent manger, de ce qu'ils aiment comme légumes, de les sensibiliser à la saisonnalité, au bien manger, faire attention à soi, enfin, voilà. Alors, c'est des écoles qui vous contactent, qui contactent l'association ? C'est l'association qui vous missionne pour aller dans des écoles ? Comment ça se passe ? C'est l'association qui nous missionne pour aller dans les écoles. En fait, il y a souvent les régions ou les départements qui débloquent des budgets justement pour l'alimentation pour les enfants, dans le cadre de prévention santé. Et donc, comme ça, je vais dans les écoles un peu partout en Vendée et même en Mayenne, parce que je suis allée en Mayenne la semaine dernière. Donc, d'accord. Voilà. Je suis ambassadrice, en fait, de la région Pays de la Loire. Donc, la région étant un peu grande, voilà.
Je suis à la recherche d'autres chefs justement qui pourraient m'accompagner sur la région. J'ai quelques noms. J'en ai, pour en avoir parlé hors antenne avec des chefs qui interviennent peut-être plus souvent des fois sur la semaine du goût, mais qui cherchent autre chose et pour avoir discuté avec eux qu'on sent quand même très investis sur cette transmission. Et c'est vrai qu'on parle alimentation et cuisine, enfin c'est quand même très lié, mais même si aujourd'hui on a eu tendance des fois un petit peu à dissocier les deux, et même des fois on a éloigné aussi le producteur de l'assiette, parce qu'on va avoir plein d'intermédiaires, et on sent qu'il y a quand même un besoin de reconnecter tout ça, de se dire la tomate, ça commence sur quoi ça pousse, comment ça pousse, à quelle saison. On sent bien qu'il y a un besoin de reconnecter tout ça. Comment réagissent les enfants quand au début de l'atelier, ils sont naturellement assez Ils sont naturellement assez ouverts et ils sont assez friands de connaissances. En fait, ils aiment beaucoup échanger, savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on a fait ça, voilà. Et puis après, ils ont plein de questions sur les légumes. Donc des fois, on rebondit. Qu'est-ce que vous aimez manger comme légumes ou comme fruits? Et donc en fait, on rebondit sur comment ça pousse, où est-ce que ça pousse. Enfin voilà, il y a l'aspect géographique, l'aspect. Donc on part dans différentes choses. Comment est fabriqué le fromage, comment est fabriquée la crème, d'où est-ce que ça vient. Enfin, il y a tout un cheminement justement de. On arrive à un fromage, mais comment on y est arrivé avant? Où est-ce que ça pousse les fromages? Voilà, c'est ça. J'imagine que tu as eu des jolies surprises et peut-être même des anecdotes des fois sur un aliment sur l'assiette, mais on s'imagine pas le parcours qu'a pu faire cet aliment pour devenir. Sur le fromage, c'est c'est la vache qui fait le fromage. Alors indirectement, oui. Elle produit la matière première. Elle produit la matière première, mais voilà. Donc non. Après, ma question c'est qu'est-ce qu'on fait avec le lait? Il y en a beaucoup qui me disent des choses qui n'ont strictement rien à voir, mais c'est assez drôle. Ou alors après la question c'est pourquoi la vache elle a du lait? Parce qu'elle a du lait. Oui. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle ait du lait? Ah oui, d'accord, il faut qu'elle ait un veau. Oui, c'est important qu'elle ait un veau pour avoir du lait. Alors, on en a parlé plutôt sur les chèvres, parce qu'on a aussi une saisonnalité pour le fromage de chèvre, qui est un peu controversé. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de polémiques sur le fromage de chèvre et sur des méthodes qui peuvent être utilisées pour pouvoir avoir du fromage de chèvre toute l'année. Donc, ne mangez pas de fromage de chèvre à Noël. Non. Hein, on est bien d'accord, voilà. Ok, c'est Noël, c'est le réveillon, c'est des moments de fête et de repas, mais voilà, normalement, il n'y a pas de fromage de chèvre à cette période-là. Peut-être éventuellement une tome qui aurait pu qui aurait affiné un peu, mais non, pas de fromage frais de chèvre sur vos plateaux à Noël et au réveillon, s'il vous plaît. Voilà. On va continuer un petit peu sur les enfants. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner aux parents qui souhaitent cuisiner avec leurs enfants? De les laisser faire et de les laisser goûter. En fait, l'important, on a le droit de pas aimer, mais l'important c'est de goûter. Après, et puis c'est surtout de refaire goûter les enfants, parce que les goûts, même nos goûts en tant qu'adultes évoluent beaucoup, donc les enfants encore plus. Et pas hésiter à rajouter des épices, à les faire participer, à les questionner, voilà. Quand tu les questionnes, est-ce qu'aujourd'hui les enfants cuisinent beaucoup? Alors, je peux pas prendre l'exemple des miens. Oui. Les tiens cuisinent beaucoup? Les miens, oui, ils sont toujours fourrés avec nous en cuisine, donc ils sont toujours en train de goûter et autres. Donc non. Après, je pense que ça dépend aussi des familles et puis après du temps aussi qu'on peut consacrer, parce que le temps est toujours un peu court. Donc, mais je pense que les enfants, ils aiment bien aussi découvrir des nouvelles choses, cuisiner, participer en fait à la vie, parce que ça fait partie intégrante de notre vie de manger. Donc, oui, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis c'est mieux de savoir cuisiner quand même, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais après c'est le côté un petit peu, il y a des couteaux, il y a des épluches légumes, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être coupantes. Il y a des robots, ça chauffe. On est quand même sur un milieu où il y a du risque un petit peu. Oui. Comment on arrive un petit peu à régler tout ça? Je pense qu'il faut rester avec eux et puis leur dire de faire attention. Et puis maintenant il y a des couteaux aussi qui existent pour les enfants, qui font que on peut couper les légumes mais on coupe pas les doigts. Enfin, d'accord. Il y a plein d'alternatives, ne serait-ce que de faire un dessert, d'étaler la pâte ou de mélanger. Petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut amener d'autres choses, quoi.
alors je sais pas, c'est une question, mais est-ce qu'il y a eu, je sais pas moi, des changements ou des retours, je sais pas moi, quelques semaines, quelques mois après un atelier dans une école, je sais pas, un retour d'un parent qui a dit oh là là, ouais, maintenant il mange ça alors qu'il en mangeait pas avant, ou il questionne plus. Non, il y a pas forcément. C'est difficile peut-être des fois d'avoir des retours. Oui, j'ai pas forcément toujours des retours. Après, j'ai des retours une semaine après où justement les enfants sont très contents. Alors là, cette année, je suis retournée dans les mêmes écoles. Donc, en fait, j'avais déjà un retour. Donc, en fait, ils m'ont dit, oui, on en a refait, on a retravaillé, on a recuisiné avec nos parents et tout. Donc, ça, c'était hyper sympa. On pourrait faire un petit mot sur le festival. Donc, le festival Bon, oui, qui a lieu à Albi, et qui est aussi organisé par cette association-là. Oui. Et on y retrouvera... Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce festival-là ? Alors, dans ce festival, on va retrouver, en fait, il est en trois parties. Il y a une partie marché où, en fait, on va retrouver le primeur, le boucher, le boulanger, le poissonnier, je crois que j'en oublie pas, le fromager aussi. Et oui. Et donc, en fait, l'idée, c'est que les enfants arrivent sur le marché et ils ont des chefs des meilleurs ouvriers de France qui vont leur expliquer... chacun leur spécialité, comment poussent les légumes, où est-ce qu'on pêche les poissons. Ils vont pouvoir goûter, ils vont pouvoir échanger avec les chefs. C'est un grand moment d'échange où, au niveau du fromage, on va avoir 6-7 fromages différents, des pâtes pressées cuites, des pâtes persillées, des pâtes molles. Et donc, en fait, ils vont pouvoir goûter et donc échanger, de savoir comment c'est fabriqué, avec quel type de lait, donc c'est génial. Le boulanger, il va arriver avec son pain, il va expliquer comment on transforme le blé en farine. On est sur un atelier géant un petit peu. Oui, c'est ça. Avec plein de professionnels. Ouais. Il y a un temps de repas, il y a un temps de buffet. Non, il n'y a pas de temps de repas. Donc ça, c'est la partie marché. Après, il y a une partie démo où en fait, là, il y a différents chefs qui prennent le relais et qui vont faire des démos avec tout ce qu'ils vont se retrouver sur le marché. Donc, ils auront des petits challenges. 4-5 ingrédients, on fait une recette avec. Et puis, il y a une autre partie qui est la partie cours de cuisine, atelier de cuisine, où les enfants s'inscrivent à l'avance. Et puis, ils choisissent, il y a 3-4 ateliers en même temps. Et puis, ils vont choisir la recette qu'ils vont vouloir faire. Et donc, ils vont avoir un atelier pendant 1 heure. Après, il y a tout le côté salle aussi, avec un meilleur ouvrier de France qui fait des cocktails. Donc, en fait, ils vont expliquer comment... Sans alcool. Voilà, sans alcool, bien évidemment, pour les enfants. On est d'accord. Et puis, après, on a aussi, parce que c'est important de bien manger, mais c'est important aussi de faire une activité physique. Donc, on a la partie activité physique. Et puis, on a la partie aussi hygiène dentaire, donc faire attention à ses dents. Enfin, voilà. C'est hyper complet. C'est gobelet. Je voyais aussi, il y a aussi la partie gestion des déchets aussi. Oui. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur le festival aussi. Oui, gestion des déchets, ouais. Que ce soit de manière compost, on va dire, mais aussi des fois de pouvoir s'en servir aussi pour des recettes. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi, sur lequel on s'est un peu plus accentué sur le festival. Oui, sur la partie démo, en fait, on va avoir quelques démonstrations en mode anti-gaspi. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Simple et rapide et toujours très bon. Et si je te demande une recette anti-gaspi aujourd'hui? Ça dépend ce que tu as dans ton frigo. Ouais. Ou je sais pas, ou après un plat, par exemple, je sais pas, on se dit tiens, j'ai cuisiné ça. Qu'est-ce que je fais avec, je sais pas moi, avec un reste de canard, par exemple, ou Alors avec un reste de canard, confit, on peut faire un parmentier de canard confit avec une purée de patates douces, ou alors on peut, si c'est un magret de canard, on peut partir sur une salade de magret de canard. Radis, tomates. On n'a pas encore tout à fait les tomates, mais ça ne va pas tarder. Oui, ça va arriver. Ce genre de choses. Et puis après, sur les restes de légumes, en général, je fais un petit gratin. D'accord. Avec crème, fromage, un petit œuf. Et puis ça permet de retravailler le légume. Et alors sur des légumes, par exemple, peut-être plus en Vendée, des légumes que tu as découvert en Vendée, qu'aujourd'hui tu aimes retrouver, travailler un peu plus. On a entendu, tu as parlé de la melonnette. Ouais, la melonnette, je la connaissais pas, donc c'est hyper intéressant comme courge. Donc je la fais en pickles et je la fais aussi en ketchup et en confiture. Donc D'accord. je la travaille vraiment sous 3 formes différentes. Alors, je suis curieux de la recette de la confiture de melonnette. Ouais. Donc c'est confiture avec des épices à pain d'épices. Donc on a un côté cannelle qui est plutôt sympa. Et donc en confiture, elle se marie super bien. Ok.
Et ça, on peut la retrouver... Oui, alors là, j'en ai plus, donc l'année prochaine. Il va falloir attendre un petit peu. La melonnette, ça se récolte plutôt septembre-octobre, si je dis pas de bêtises. Et après, le temps de faire les confitures. Voilà. Bon, fin d'année. Fin d'année. Fin d'année. Ça, à Noël, vous avez le droit d'en mettre sur le repas de Noël. Exactement. Le temps file et j'ai envie de piocher un troisième mot et j'ai envie qu'on aille dans la seconde boîte. Allons-y. On était sur les aliments, on a pioché la pistache et la vanille. J'espère qu'on va... Normalement, on quitte les aliments, donc on va pouvoir trouver peut-être un mot qui va être peut-être plus en lien, plus local. Ah. Roulement de tambour. Alors, épinard. Épinard. Ah, bon, c'est un aliment. Il s'est peut-être trompé de boîte. Ouais. C'est pas grave. Mais par contre, on est sur un aliment local. Local, on en fait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les épinards. Juste tomber comme ça à l'huile de tournesol avec un filet de citron et une pointe de crème fraîche. Après, les souvenirs d'enfants des épinards, c'est les épinards avec les œufs à la cantine. Mais non, moi, je les aime bien aussi en plus d'épinards. Voilà, les épinards. Après, on peut en faire de la soupe, on peut en faire des lasagnes, on peut faire tellement de choses avec les épinards. Mais c'est vrai que c'est un aliment qui a quand même traumatisé beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. C'est dommage que c'est un très bon aliment et c'est dur après de se réconcilier avec l'épinard parce que, pareil, j'avais un chef qui me disait, mais en fait, à la cantine, il est juste pas cuisiné comme il faut. Oui, c'est ça. Mais il a un apport en fer qui est important et aujourd'hui, on a beaucoup de menus de cantine qui sont rédigés, préparés pour des apports énergétiques pour les enfants. Pas toujours pour le goût. C'est ça. Quel est ton regard, toi, aujourd'hui, sur la cantine dans nos écoles ? Oula. Tu me lances sur un sujet. Ah ouais, c'est parti. C'est un grand sujet pour moi, la cantine des enfants. Alors, il y a des chefs qui font des choses très bien, mais je trouve qu'ils sont trop minoritaires. Je trouve que c'est hyper important d'amener une bonne cuisine à la cantine et on a trop l'image de dire « Ah bah, j'ai mangé à la cantine, c'est pas bon ». Et c'est tout le temps ça. Et moi, j'essaye de me battre là-dessus. C'est-à-dire que j'essaye de rentrer dans les écoles et d'aller voir les chefs pour leur amener un côté cuisine fait maison. Et c'est très compliqué. Parce que ils disent qu'ils n'ont pas de moyens ou pas de... Alors que c'est pas qu'une question de tarif, c'est surtout une question d'envie. Et puis c'est le mauvaise image aussi du cantinier qui fait de la mauvaise nourriture. Enfin, alors que en cantine ou en restauration collective, on peut faire de la très bonne cuisine. Moi, j'ai fait 11 ans de restauration collective et je me battais justement pour amener un maximum de faits maison et de légumes frais. Donc c'est possible. C'est une question d'envie et c'est une question aussi de se remotiver et d'avoir aussi peut-être des gens extérieurs qui redonnent aussi l'envie de cuisiner. Oui. Parce que le côté extérieur des gens, ah oui, mais c'est la cantine, c'est pas bon. Moi, je disais aux clients qui venaient manger, non, vous mangez pas à la cantine, vous mangez au restaurant d'entreprise. Oui. C'est important. Mais c'est des choix. Enfin, c'est vrai que, alors, déjà je profite de cette émission pour lancer un appel. Je cherche depuis plusieurs mois à recevoir quelqu'un à la table de saveurs qui travaille actuellement en collectivité et en cantine, oui. Voilà. Hein, si vous m'écoutez, envoyez-moi un petit message sur les réseaux. Je pense que c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup parce que on est quand même dans une partie où l'enfant est en construction de sa palette aromatique. Oui. On a tous vécu des traumatismes plus ou moins à la cantine. Et c'est un sujet quand même très important parce que l'alimentation, de l'alimentation va dépendre aussi la santé de l'enfant. Exactement. Mais aussi, peut-être l'envie de cuisiner, l'envie de manger sain, l'envie de manger local. Et justement aussi c'est le moment aussi où on peut peut-être y apporter des valeurs sur la saisonnalité et puis sur le gâchis, sur tout ça. Enfin voilà, il y a quand même c'est un élément je trouve que c'est un moment qui est très important et qui est pas toujours mis à sa juste valeur ou à sa juste place, le temps de la cantine. Voilà. Donc, si vous êtes un chef et que je vous invite à venir en discuter parce que, alors, bien sûr qu'il y a aussi c'est difficile aussi. Oui. On a vu une époque où beaucoup d'industriels s'étaient emparés des cuisines aussi. Oui. On voit de plus en plus des marches arrière se faire. Oui. Et ça, c'est chouette. Oui. Voilà. Et il faut accompagner ces mouvements-là. Des gens reprendre en main les cantines. Oui, ça demande un petit peu plus de travail. Il faut se structurer. Il faut créer une association ou en tout cas, c'est un employé, des employés. Enfin, il y a une structuration à faire aussi. Structuration ou peut-être réorganisation du temps ou optimisation du matériel aussi qu'on a sur place. C'est-à-dire que
dans les cuisines, souvent, on a du très bon matériel, mais pas optimisé à 100%. Et maintenant, on a des fours et des grosses marmites qui aident beaucoup sur les préparations et qui font gagner un temps fou. Donc, faut pas hésiter en fait à aller au bout de ce matériel-là, quoi. À utiliser les machines et le matériel. Ouais. Et souvent, il manque de formation à ce niveau-là, donc c'est ça qui est dommage. Oui, alors que pourtant, je connais du monde en restauration, qui viennent d'un cursus cuisine, ont travaillé en restaurant, étaient des très bons cuisiniers, et le sont toujours, mais voilà. Je pense que c'est une question de démotivation et du regard de l'autre par rapport aux cantiniers. Alors que c'est hyper valorisant de faire manger les enfants tous les jours et de leur amener des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Après, ce qui est important aussi, c'est d'accompagner les enfants pendant le repas. Alors, c'est pas toujours évident, mais les faire goûter, de les amener à réfléchir à ce qu'ils mangent, de leur expliquer comment c'est fait et tout. Vraiment de les impliquer dans le repas. Et c'est parfois aussi ce qui manque, parce que si on peut faire quelque chose de très bon, mais si on leur amène pas comment ça a été fait, d'où est-ce que ça vient, ils vont se dire c'est comme d'habitude, c'est pas bon. Donc voilà. Bon, j'imagine qu'il y a des très bonnes cantines. Si vous nous écoutez, il y a aussi des très bonnes cantines. Il y en a des très bonnes. Et continuer à faire ça. Et oui, je pense qu'effectivement, il y a un travail d'image, en tout cas, de revalorisation déjà de l'importance de la cuisine en collectivité et dans les écoles. Voilà, c'est une étape importante, pour les enfants, mais aussi en lien avec la cuisine. Le temps file et on va bientôt aborder les dernières questions. Et il y a une question que je pose à tout le monde. Oui. Le menu de tes rêves. Oh là. C'est toi qui es au restaurant. Tu es assise en salle. En cuisine, une brigade prête à te confectionner les plats les plus fous. Ouais. Une entrée, un plat, un dessert. D'accord. J'y ai pas réfléchi. Non, c'est l'idée. c'est l'idée. Faut que ça vienne spontanément, on ferme les yeux et quel plat arrive dans notre imaginaire. Alors en entrée, carpaccio de Saint-Jacques, avec une vinaigrette aux agrumes comme couette. Je vois plus ce genre. Et puis il y a un petit côté croustillant, donc une tuile. Pas forcément de parmesan, mais voilà, un côté croustillant qui va égayer aussi les papilles. Et pour jouer sur les textures ? Ouais, c'est ça. D'accord. En plat, moi, j'ai un mec que j'affectionne particulièrement, c'est le riz de veau. Ok. Donc, vraiment un bon riz de veau caramélisé au beurre avec une purée de pommes de terre et une sauce au mori. Avant d'attaquer le dessert, on n'a pas parlé pendant l'émission, mais il y a aussi les accords. Est-ce que tout ce qui va être boisson et accompagnement, c'est quelque chose sur lequel toi aussi tu travailles ou tu fais des propositions lors de ton activité de traiteur ? Je suis pas forcément très accord mes vins. Alors j'aime beaucoup le vin, mais j'ai pas forcément ces subtilités de dire ça va forcément aller mieux avec un qu'avec l'autre. D'accord. J'ai pas tout à fait cette subtilité-là, mais j'affectionne particulièrement les vins de Bourgogne parce que j'ai été un peu baignée dedans dans mon enfance où on faisait les Saint-Vincent tournantes. C'est une belle région avec des beaux vins quand même. C'est ça. Donc, tout ce qui est Corton Charlemagne et autres, c'est des vins que j'aime beaucoup, ou les Ladois Sireni, j'aime beaucoup. Après, en accord mes vins, non, c'est pas là où j'excelle le plus. Oui, c'est pas, voilà. Mais pas la partie sur laquelle tu travailles le plus, On répète, carpaccio de Saint-Jacques, vinaigrette pas au yuzu, au kumquat, une petite tuile, un peu de croustillant, un riz de veau, croustillant, du beurre, et une purée au mori, si j'ai bien retenu. Fromage, pas fromage ? Ah si, moi j'adore le fromage. Et alors, quel fromage ? Quel fromage S'il devait y en avoir que 3. S'il devait y en avoir que 3, ça serait le bleu du Vercors. Parce que c'est un bleu très particulier que j'aime beaucoup. Ça va être époisse. On voyage là. Oui, on voyage un peu. Et puis en dernier, ça serait... le dernier va être dur à... je dirais un Saint-Nectaire. Fermier. Oui, bien évidemment. Non, bien évidemment. Petit plateau de fromage. Et en dessert ? En dessert, je suis plus fromage que dessert, mais en dessert, tarte au citron. Ok. Mais pas meringuée. Mais vraiment tarte au citron avec une bonne pâte croustillante et un
et bien un crémeux citron acidulé comme il faut, idéalement jaune et vert. D'accord. Ah oui, mais c'est bien, c'est précis, c'est exigeant. On sent quand même une passion pour l'agrume, parce qu'on cote en entrée, agrumes en dessert. On n'est pas vraiment une région d'agrumes. Non, mais ça vient. On commence à trouver des plants acclimatés par chez nous. Ouais. Et quels sont les agrumes que tu aimes cuisiner ou que tu aimerais qu'on trouve plus facilement peut-être par chez nous pour les mettre plus dans ta cuisine? Le kumquat, j'aime beaucoup. En fait, c'est un tout petit agrume qui a une note acide et sucrée. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup la clémentine. Et puis... Voilà, on a après le citron. Et le citron, le citron, un grand. Et le yuzu est aussi pas mal. Ok. Mais il faut savoir qu'il y a un verger à La Roche-sur-Yon qui a planté je ne sais plus combien d'agrumiers, donc bientôt on en aura. Je le suis sur les réseaux, oui. J'attends que ça pousse. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut quelques années quand même. Ça. Je vois aussi à droite à gauche. Voilà, je lance des invitations. J'espère. J'ai aussi une grande passion pour les agrumes, donc voilà, j'espère pouvoir consacrer une émission de saveur aux agrumes. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui produit du citron caviar. C'est un citron en fait quand on l'ouvre, c'est des petites billes, voilà. Et donc, mais je pense que c'est des petites quantités, ça se partage en réseau très fermé, voilà. Donc pareil, hein, si vous produisez du citron caviar, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil ou à envoyer un petit message sur les réseaux. Et ben écoute. Merci pour cet épisode. Merci à toi. Qui, je l'espère, donnera envie aux gens et aux enfants de venir à tes ateliers et à découvrir ta cuisine. Pour ceux qui souhaitent te suivre, ils peuvent s'abonner à tes pages sur les réseaux en cherchant la cuisine paysanne de Cécile. Oui. Facebook, Insta, LinkedIn. Ouais, les trois. Ouais. Voilà, on te trouve facilement. On peut venir au labo sur réservation, un petit coup de fil, un petit message avant. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vends des plats principalement le vendredi après-midi. Ouais. Les types de plats qu'on peut retrouver, on les a cités peut-être déjà un petit peu dans les plats signatures, mais oui, ça va être parmentier, poulet basquez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être tagine de pintade. Je pense qu'à la rentrée, je ferai une tomate farcie. Parce qu'on sera encore dans la tomate et voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment des plats familiaux à partager. Et donc les gens viennent, achètent plutôt des parts familiales, on va dire. Oui, après c'est sur réservation, ils m'appellent pas forcément familial, après ça peut être une ou deux personnes, c'est vraiment en fonction de... Je mets les proportions en fonction. Enfin voilà, s'ils veulent un grand plat pour 6, je fais un grand plat pour 6 à partager. Et donc, il faut réserver plutôt quelques jours avant? Oui, c'est ça. D'accord. Et on vient chercher. Si on veut faire appel à tes services en tant que traiteur, pareil, on te contacte. Et pour les ateliers, faut voir avec l'association Les Enfants Cuisine et qui, elle, te missionne. Les dates du festival à Albi, je les ai pas notées. Et je m'en excuse. Non, je voudrais pas que ce soit une question piège. Non, c'est du... Alors, attends... Du 26 au 28 juin. Merci. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Vous pouvez suivre les aventures de Saveur sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans un mois et d'ici là, je vous invite à vous plonger dans les épisodes précédents de Saveur. Si vous souhaitez soutenir ce programme, vous pouvez laisser un commentaire sur les plateformes de podcast et mettre 5 étoiles. Je vous souhaite un bon appétit, de bons repas et de jolis plats. À bientôt.